Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. La musique a toujours fait partie de votre vie. Elle n'a jamais été un long fleuve tranquille jusqu'au jour où des rencontres sur les rives des Mississippi vous ont permis de mesurer combien le blues était fait pour vous. Vous le démontrez aujourd'hui encore avec votre nouvel album. Bonjour Manu Lanvin. Bonjour Jacques. Alors c'est la première fois que vous venez dans les clés d'une vie, on s'en réjouit. Une double actualité, cet album qui a déjà beaucoup de succès, et le Bataclan, qui est important aussi, qu'on va évoquer. Mais le principe des clés d'une vie, c'est d'évoquer votre parcours à travers des dates clés. Et la première, elle ne vous concerne pas directement, mais elle est importante, car le 17 octobre 1984 est sorti un film qui va compter dans votre vie. Marche à l'ombre. Bien sûr. Premier film réalisé par Michel Blanc. Et au départ, d'ailleurs, ça ne devait pas être Gérard Lanvin, votre père, qui devait jouer le rôle. C'était Bernard Giraudot qui a refusé. Et Gérard Lanvin est venu. C'était les deux grands concurrents à l'époque, mais en fait, qui s'adoraient. Exactement. Mais comme c'était un copain de Michel Blanc, Gérard Lanvin, il a fait le film. Et au départ, Michel Blanc ne voulait pas le réaliser. Il songeait à Patrice Lecomte. D'accord. Voilà. Et pourquoi j'en parle ? Parce que la guitare donnée par Michel Blanc à la fin du tournage, vous l'avez récupérée. J'ai récupéré cette guitare, en fait. C'est le producteur Christian Fechner qui produisait tous les grands succès de cette époque avec mon père, les spécialistes, Marche à l'ombre, Moi vouloir toi, les frères Pétard, et j'en oublie sans doute. Et cette guitare, elle traînait dans le salon. Mais moi, je voulais pas faire de guitare. Moi, je voulais faire de la batterie. Oui. Parce que je trouvais que ça faisait beaucoup de bruit, que c'était un instrument où il fallait l'énergie pour se dépenser. Pour un jeune adolescent que j'étais, c'était parfait. Sauf que ça cassait beaucoup les oreilles à mes parents. Oui. Alors du coup, j'ai vu Gérard qui, de manière maligne, parce qu'il est malin, le padré, m'a orienté petit à petit vers cet instrument, qui a été un instrument de torture au début, il faut le savoir. Quand on commence la guitare, c'est très compliqué. On pleure chaque soir parce qu'on essaye d'étirer ses doigts. Je me rappelle, je dormais avec des bouchons en liège entre les doigts pour vraiment avoir plus de souplesse et pouvoir faire des gammes plus larges, des accords plus larges. Ouais. Et d'ailleurs, la musique, elle a toujours fait partie de votre vie, parce que dans la famille, il y a toujours eu de la musique. Bien sûr, ma mère, déjà chanteuse, disco, Do It For Me, en 76, qui a été un grand numéro 1. Alors, elle s'est très vite retirée de ce métier-là. Oui, mais ce numéro 1, il a compté quand même, écoutez. Ouais. Et je me suis un peu renseigné, Manu Lanvin, elle a figuré avec cette chanson dans le peloton de tête, avec Daddy Cool par Boney M et Should Me Be Dancing par les Bee Gees. Ah ouais, c'était un mec en plus assez incroyable qui produisait et réalisait cet album. Il était déguisé toujours en indien. Oui. Et je me rappelle, je crois qu'on enregistrait, ou ma mère enregistrait Verneuil, je voyais toujours ce mec incroyable. Tantôt on allait se balader dans le bois de Boulogne et je le voyais grimper aux arbres. Vous imaginez un garçon de 6 ans qui voit un indien, un producteur de musique, ça a dû peut-être éveiller quelque chose. Je dis, mais c'est pas mal comme métier, ça. Mais elle a eu du succès avec cette chanson. Mais ça a été numéro 1 pendant très longtemps en France, numéro 1 en Italie. C'était une star en Italie. Elle a tourné avec Adriano Celentano. Elle faisait des tournées, des galas régulièrement, oui. Jennifer, justement, mais pourquoi est-ce qu'elle a arrêté? Elle aurait pu continuer. Parce que elle a décidé, dans une vie de couple avec mon père, 2 artistes... ça pouvait être compliqué si on voulait miser sur l'avenir. Et elle a eu la sagesse, où ils ont eu ce deal ensemble. Elle était quand même... l'idée du système et tout ça, c'est quelqu'un qui ne fait pas de concessions, ma mère Jennifer. Et Gérard, il était plus préparé pour la carrière qu'il a faite. Donc, c'était bien que quelqu'un veille, entre guillemets, à la maison, les enfants, et puis qu'il y en ait un qui aille au charbon. D'accord. Alors, je crois, Manu Lanvin, que vous avez connu les studios d'enregistrement presque avant de savoir lire et écrire. C'est marrant, pas très loin d'ailleurs. Il y avait les studios Pathé Marconi, je crois, Boulogne, les anciens, oui, qui étaient à Boulogne-Billancourt. Moi, je me rappelle, c'était 2 grands studios. D'ailleurs, d'un directeur artistique qui a été un des guitaristes de Claude François et qui m'a vraiment initié d'ailleurs au goût des guitares de collection, comprendre l'histoire de cet instrument. Et moi, je dormais carrément dans les régies son de ces studios-là quand ma mère avançait sur la suite de son projet. J'avais même droit de toucher la grande télécommande, une télécommande pour remonter le magnéto à 0 et enregistrer ma mère. Et à un moment donné, on m'y avait mis. Bon, on me surveillait quand même que je fasse pas trop de bêtises, mais j'ai pu quand même, mine de rien, avoir
avoir ce contact avec les studios d'enregistrement très tôt. Ouais. Oui, et des studios mythiques, puis je crois que les Beatles et les Rolling Stones ont enregistré dans ces studios. Tous les grands groupes anglais qui passaient par Paris, on leur indiquait ce studio-là qui était super. Moi, je me rappelle de la grande room à droite lorsqu'on rentrait, tout orange, alors couleur orange. On aimait bien l'orange dans les années 70 et 80, non? Et il y avait des instruments partout, ce qu'il n'y a plus dans les studios d'enregistrement. Et non, c'était effectivement un studio mythique. Et il y avait aussi l'usine Pathé Marconi qui n'était pas très loin. Ouais. Et c'est là qu'a été fabriqué en 1951 le premier micro-sillon de l'histoire. Voilà. Donc c'est dire si ces studios sont mythiques. Alors, il y avait aussi les concerts, Manu Lanvin, où vous alliez vraiment en backstage privilégié. Ouais, parce que beaucoup d'artistes, en fait, même si ma mère a raccroché, on va dire, les gants assez tôt, on accueillait beaucoup plus et on fréquentait beaucoup plus de musiciens que d'acteurs, finalement, à la maison. J'ai toujours vu, vous savez, des artistes comme Dany, dont j'étais très proche, qui est un peu la sœur, comme une sœur pour ma mère. C'était un peu les inséparables, et qui ramenait toujours des musiciens. Moi, j'ai vécu un peu à Villedieu, dans la maison de Dany, et je voyais tous ces musiciens qui débarquaient le week-end, dont Dany, dont ma mère, et je trouvais que les musiciens avaient une joie un peu plus extériorisée que les acteurs, un peu plus c'est plus psychologique comme profil, je trouve, les acteurs que les musiciens. Oui, et je crois aussi que Corinne Mariano était une amie de votre mère, et que voir des guitares cassées à la fin des concerts de Téléphone, ça vous fascinait. Mais c'était génial. Moi, Téléphone, le premier concert que j'ai vu d'eux, ça devait être au Zénith. C'était le tout début du Zénith, je crois. Et à la fin du concert, je vois Richard Kolinka, le batteur du groupe, mais défoncer sa batterie, la briser. C'est encore ça, à mon avis, c'est ça qui a dû éveiller les choses en moi. Je me suis dit, je voyais un groupe de copains, parce que c'était des copains en fait, en train de donner du bonheur aux autres, et en plus casser le matériel après, parce qu'on leur remplaçait, on leur redonnait du matériel nouveau le concert d'après. Donc je pense que ça aussi, ça a dû m'appeler. J'ai dit, c'est pas mal comme métier de pouvoir casser du matériel comme ça, et que les gens en face adorent, parce qu'ils adoraient, le public adorait bien évidemment ce moment-là. La formule, c'était la batterie est en danger, bien sûr. Alors il se trouve aussi qu'en revanche, à la maison, on pouvait écouter Plastique Bertrand, mais pas Dorothée et Chantal Goya comme les autres enfants. Je sais. Il faut pas penser que j'étais non plus interdit, que c'était une douleur pour moi de ne pas écouter Chantal Goya et Dorothée et ainsi de suite. Mais c'est vrai que ma mère, sans vouloir me forcer, on écoutait de la bonne musique, il n'y avait pas de concession, quoi. Un disque de Dorothée à la maison, je pouvais pas le poser sur la platine, c'était pas possible. Alors il y a aussi les groupes que vous créez. Je crois que votre premier groupe à 13 ans, c'est Caïman. Comment c'est venu ça ? C'était génial, ça. Les débuts sont toujours des belles histoires, parce qu'on commence, on va dans cette vie de jeunes musiciens, on croit qu'on est les Rolling Stones déjà à 13-14 ans, donc on arrive à la Maison Cartier, à Cergy-Pontoise, c'était le premier concert. En fait, c'était que des potes à qui j'avais carrément filé un instrument. Je lui dis, toi tu feras la batterie, toi tu feras le clavier, toi tu prendras une basse. Moi, je commence à tricoter un peu à la guitare, donc je vais me garder la guitare, puis comme il n'y a pas de chanteur, je vais m'y coller. Et la première date, c'était une fête de la musique. On jouait en première partie d'un groupe de reggae qui était connu à l'époque, Human Spirit. Et je me rappelle, mais vraiment, lorsque la lumière s'est allumée, on jouait pas bien, on chantait comme des casseroles, mais on avait l'envie de faire plaisir et c'était assez communicatif pour que ça ait fonctionné. Mais lorsque la lumière s'allumait sur scène, j'ai senti une sensation de grande sécurité. Je me suis dit, ici, c'est ma maison. Parce que nous, on a une vie de nomade, finalement. Mes parents, ils déménageaient tout le temps. On m'a de temps en temps un peu placé. Tiens, va chez Dany, plutôt à la campagne, tu seras mieux, parce qu'à Paris. Mes parents, c'était des baroudeurs, et au début, ils n'avaient pas le succès et la reconnaissance qu'ils ont eu après. Donc, pour souvent des choix un peu financiers, mais qui m'arrangeaient. Je préférais aller surfer dans le Médoc ou aller faire des cabanes dans le Vaucluse. Disons que je me suis perdu en allant sur ce chemin du Médoc. Non, mais il y a eu quand même une ville où vous avez passé beaucoup de temps à faire vos études, c'est La Baule. Oui, La Baule, ça a été plus tard, ça a été la fin de mon adolescence, effectivement. La Baule que j'ai pas énormément aimé, on va pas se mentir, parce que je perdais mes copains déjà, je perdais mes copains parisiens lorsque mes parents ont déménagé là-bas, et puis très vite il fallait que je remonte un groupe de rock and roll, quoi. Donc j'ai remonté, j'ai trouvé 2 Nantais beaucoup plus âgés que moi qui venaient me chercher à la sortie du lycée le vendredi après-midi. Ils avaient l'autorisation de mes parents pour m'embarquer, je partais sur la route avec 2 grands garçons. Je me rappelle le matin quand on revenait de concert, je me rappelle cette image du rétroviseur, eux leur barbe avait poussé pendant la nuit
et pas la mienne. Et je m'étais dit, le jour où j'aurais parlé qu'eux, je serais devenu un homme. Je crois que l'orchestre c'était Manu and the Songe Black. Non, c'était les 3D. Les 3D. Ah oui, c'était 3D. Avant, d'accord. C'était les 3D. On était un trio. Déjà, on a commencé dans cette formule que j'ai épousée après plus tard. On faisait beaucoup de reprises de Jimi Hendrix, beaucoup de reprises des années 70, parce que c'était ces guitar héros comme Jimmy Page, comme Eric Clapton, moi, qui m'ont donné envie de poursuivre et de faire de la musique. Et puis, je commençais déjà la composition avec mes deux grands frères, quelque part. Oui, mais en même temps, vous décidez presque un jour de dire l'école c'est fini, allez, la musique. Ce qui ne plaît pas du tout à la maison au départ. Alors, ça a plu et pas plu. Disons que je sais que j'ai donné souvent, moi, des possibilités de métiers que j'avais envie de faire, mais mon père, il n'y croyait pas. Gérard et Jennifer, ils disaient non, je leur ai parlé à un moment donné, je voulais être vulcanologue, parce que j'aimais bien les aventures d'Haroun Tazieff, et je voyais ce couple aussi embarqué comme ça sur la lave, vous vous rappelez de ce couple incroyable bien sûr. Moi, ça me fascinait. Puis non, alors j'ai dit j'aurais balancé avocat, non, ça fonctionnait pas. Mais quand je leur disais musique, je les voyais pas trop sceptiques, quoi. Voilà. Donc j'ai dit bon, allez. Et pour moi, la musique, c'est aussi un passeport pour la liberté. Ça m'a permis aussi de quitter la maison assez tôt et de me dire, tu veux une vie de musicien, c'est une vie de nomade, il faut la commencer comme un autodidacte et partir très vite sur la route dès que possible et jouer le plus souvent possible. Voilà, ça n'a pas été simple au début, mais ça a bien continué avec une date qu'on va évoquer, le 27 octobre 2000. À tout de suite sur Sud Radio avec Manu Lanvin. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Manu Lanvin. Nous parlerons tout à l'heure de Man on a Mission, votre nouveau disque. Excusez-moi pour l'anglais. Parfait. J'ai déjà du mal à apprendre le français. C'est un anglais parfait. Exceptionnel. Et nous parlerons bien sûr du Bataclan, qui est un événement pour vous et pour votre public. Alors, on a évoqué vos débuts à La Baule, à Paris. Et si j'ai choisi le 27 octobre 2000, c'est que c'est votre première télé. Vous êtes invité dans le journal régional de Lille, où le journaliste annonce que vous allez faire la première partie de Paul Personne. Ouais. Je n'avais pas souvenir de ce journaliste qui l'annonce, mais c'est vrai que premier album, première signature en maison de disque chez Warner à l'époque, le tourneur de Paul Personne, et Paul Personne que je connaissais un peu, m'ont embarqué dans cette tournée des Zéniths. C'était une tournée des Zéniths, et je jouais, on était à deux en two-man band, vraiment à deux, avec un bassiste, une MPC et moi à la guitare, et ça a été une expérience fabuleuse. Ça a été un peu le début, oui. Oui, et en même temps, Paul Personne, il a un point commun avec vous. Il a commencé par la batterie quand il était enfant. Je sais. C'est fou, hein. Ouais. Mais beaucoup de guitaristes ont souvent commencé par la batterie. Mais c'est vrai que dans ses premiers groupes, il jouait de la batterie, c'est juste. Et dans cette émission de télévision, ce reportage à la télévision, on découvre cette chanson. Venir au monde, sentir le monde, courir le monde. Et ça, c'est vraiment la chanson du début. Ben ouais, on reconnaît même pas ma voix, c'est dingue comme avec le temps elle a changé. C'était un album, moi, qui m'a éclaté de faire. Alors c'est sûr, là, on commençait à flirter avec le gros système. Warner était une maison de disques importante, ce qu'elle est toujours, et il a fallu faire des concessions. Alors je sais pas si j'ai fait les bonnes à écouter trop les réalisateurs, mais j'avais envie de faire plaisir, sachant qu'une maison de disques me faisait confiance. Donc je suis allé dans leur sens. Je réécoute quand même avec beaucoup de plaisir ces morceaux, mais si c'était à refaire, je ne leur ferais pas pareil. Voilà. Vous avez 27 ans, ça a été long le chemin. Ouais. Vous êtes passé d'ailleurs beaucoup dans les bars, et dans ce reportage, je vous vois en train de chanter dans un bar. Ouais, c'était pas le choix, hein. Au début, moi je continuais ce que j'avais entrepris au début avec mes gars dans la région de Loire-Atlantique et la Bretagne. C'était jouer le plus souvent possible partout où on pouvait. Donc dans les bars, le Chat Noir, je me rappelle à Pigalle, je me rappelle aussi dans les Puces, le Baryton, qui était un endroit où tous les bluesmen allaient se retrouver le dimanche soir. C'était des sets interminables, il fallait chanter 4 sets de 1 heure. J'avais la voix mais cassée, j'en étais malade et tout ça. Mais bon, c'est en résistant, en insistant que me disait le grand Taj Mahal, qui est un grand musicien américain, et qu'on crée ses muscles, quoi. Donc il fallait passer par là, sans doute. Surtout que les maisons de disques vous jetez les unes après les autres au départ.
Ouais, ça a été galère pour eux de comprendre où je voulais en venir. Je leur en veux pas, je pense qu'ils comprenaient pas trop où je voulais en venir. Moi, je savais un peu intimement, mais ils me le soufflaient pas, quoi. Ou dès que j'allais déjà vers le blues, dès que j'allais vers des choses finalement assez authentiques, assez, effectivement, peut-être un peu old school, qui n'appartenaient pas véritablement à ma génération, mais ça m'appelait, et ça se calcule pas. C'est vrai que je prenais, on me fermait les portes, oui. Oui, en même temps, il vous fallait trouver votre style, c'était pas évident. C'est ça. Alors, vous avez fait des petits métiers, je crois que vous avez vendu des chaussures américaines, des boissons énergisantes, et vous avez été barman au Folies Pigalle. Ouais, pour Serge Kruger, qui était un oiseau de nuit un peu connu dans le milieu là-bas parisien. Et bah oui, il fallait payer les cordes de guitare, et puis il fallait payer mon petit loyer que j'avais dans le 17e. Là, j'étais à la fourche, l'essence pour la voiture, et puis de temps en temps, quand j'étais libéré, je pouvais aller jouer, je pouvais aller tenter mon histoire là où je pouvais brancher ma guitare. Et les Folies Pigalle, qui appartenaient à l'époque à Hélène Martini, la reine de la nuit, il y a une histoire, c'est qu'il y avait toujours devant la porte, devant la façade, des dames de mauvaise vie. Donc elle supportait pas pour les clients. Donc elle a fait mettre des luminaires verts, ce qui fait que les dames de mauvaise vie ne pouvaient plus se mettre sous ces luminaires parce que personne les regardait. C'est assez... Madame Martini avait tous les établissements dans beaucoup d'établissements dans Pigalle. J'avais le Moloco aussi, là, je crois beaucoup de petits cabarets, ainsi de suite. Son histoire, elle est passionnante. Elle a commencé comme danseuse nue aux Folies Bergères en arrivant de Pologne. Moi, je l'ai connue. C'est vrai. Oui, j'allais prendre un thé avec elle, une tisane au Rasputin. Et après, à 1h du matin, elle prenait son taxi blindé pour faire le tour des bars de Pigalle et voir les recettes. Mais c'est exactement ce qui se passait, parce que moi, quand je travaillais, elle passait avec son taxi, rencontrer les managers des lieux où j'étais moi employé. Voilà. Parce que j'ai travaillé au Folies Pigalle, mais j'ai travaillé aussi au Monaco. Exactement. Alors, il se trouve que Paul Persson a été important, car il vous a donné beaucoup de conseils, Manu Lanvin. Ouais, la première fois où il est venu écouter cet album, le premier album, il m'a dit quelque chose qui a fait recette peut-être, mais un peu dans le temps. Et il me dit attention Manu, ne pas trop écouter les autres et les maisons de disques, même si elles ont peut-être des conseils qui sont bons, mais peut-être pas pour toi, parce que c'est ton nom sur l'album. Oui. C'est quand même ton pédigré, quoi. C'est toi qui vas le défendre. Alors là, il me disait, toi, t'es guitariste. Je t'ai connu tout môme. C'était toujours la guitare. Et dans l'album, j'en entends pas beaucoup. J'entends pas beaucoup ce que tu sais faire. Et ça le dérangeait. Et il a fallu beaucoup d'années et surtout de l'indépendance. C'est lorsque je suis devenu autonome, finalement, que tout s'est produit. Oui, et en même temps, il vous a conseillé de connaître vos classiques. Et là, c'était vraiment un chemin total. Oui, je pense que pour connaître pour jouer de son instrument, il faut connaître l'histoire de son instrument. Et puis de toute façon, je pense qu'on n'a pas fait réellement mieux. Alors même si aujourd'hui il y a des mecs qui, au niveau démonstration guitaristique, sont impressionnants, mais dans les années 70, tous les guitar héros ont inventé comment jouer de cette guitare-là. On peut pas faire mieux. Ils ont donné les règles en fait. Et si on remonte plus loin, si on remonte aux pionniers, les chanteurs et les guitaristes du Delta, les Picking et ainsi de suite, c'est eux qui ont inventé ce savoir-faire. Oui, et puis il y a quelqu'un de totalement oublié qui est Robert Johnson. Qui a inventé la légende du blues, et il aurait donné au bord d'une route sa main au diable son âme au diable. Il est allé à musique. Crossroads, et moi je me rappelle, avant d'y aller sur cette route 61, de m'amuser avec Google Earth à essayer de savoir où il avait pu donner son âme au diable. Cette histoire me passionnait. Oui, parce qu'en plus il a enregistré 29 morceaux dont se sont inspirés Clapton, Hendrix et tous les autres. Mais si vous parlez à tous ces gars-là, si vous les ambiancez sur Robert Johnson, à mon avis, vous les tenez en conversation pendant 2-3 heures. Mais son nom est totalement inconnu du grand public. Alors du grand public, non, mais des guitaristes, il l'est. Et oui, effectivement, nous, on sait que c'est un des patrons, c'est un des grands maîtres. Puis il y a aussi la légende qui va avec, on va pas se mentir. Oui. Un mec qui était mauvais guitariste, qui dit non mais vous allez voir, moi je vais créer je serai une légende dans peu de temps, qui revient 2 mois dans les mêmes bars et qui joue comme un dieu. Ça bluffait tout le monde, les Son House et tout ça. On disait mais comment t'as pu faire? Et là, je sais pas s'il a inventé cette histoire. Il a dit j'étais à Crossroads, j'ai donné mon âme au diable, et en échange le diable m'a donné le blues. Il y a des très jolies photos, souvent qu'on voit des dessins, pas de lui, parce qu'il y a juste 2 portraits de Robert Johnson où on voit le diable qui passe par-dessus son épaule et qui lui accorde sa guitare. Ouais, il avait 27 ans quand il est mort, c'est très très jeune. C'est la légende des 27, c'est le premier. Il fait partie du club des 27. Ouais. Alors il se trouve que le blues, vraiment, ça a changé votre vie, parce que vous êtes aperçu que ça permettait pendant des heures de chanter ses joies et ses peines, Manu Lanvin.
Ouais, je trouve que c'est un modèle intéressant. De toute façon, les chansons, c'est construit souvent sur des ritournelles, sur des répétitions. Moi, il y a quelque chose de très hypnotique que crée le blues, je trouve, puisque c'est des formats effectivement rigides et qui tournent sur eux-mêmes pendant très longtemps, le temps d'une chanson. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'après, qu'est-ce qu'on peut y mettre ? On peut y mettre que son émotion, une belle histoire, et tout est dans l'interprétation, quoi. Tout devient dans l'interprétation. On peut plus parler d'exploit mélodique et il s'agit plus d'être un très bon mélodiste. Il s'agit de s'offrir entièrement lorsqu'on performe du blues. On vit sa mélodie et on la partage avec le public. Voilà. Alors, il se trouve que vous avez fait 3 albums, mais surtout, vous avez fait aussi des musiques de films. Et la première est quand même étonnante parce que vous avez écrit la musique d'un film qui raconte l'histoire d'un acteur de film X qui veut se reconvertir au cinéma grand public. Un film présenté à Cannes, quand même. Ouais, à la quinzaine des réalisateurs, qui a failli gagner d'ailleurs, je me rappelle. Non, mais on essayait les choses. Hein. Vous savez, quand on vous offre pas la highway, l'autoroute, vous prenez des chemins de traverse. Ouais, et là, c'était juste effectivement cet acteur qui était très sollicité par les chaînes de télé pour faire des documentaires en fait sur un peu les backstage de tout ça. Et il avait écrit un film complètement loufoque, mais pas du tout pornographique, vraiment. Et puis on s'était rencontrés par hasard. Et puis c'est une histoire dingue quand même. J'avais fait aussi entre-temps un album pour les enfants, pour une marque junior. Et puis il voulait pas m'embaucher au début pour la musique de son film. Puis un jour il passe au studio, je lui joue l'album pour enfants que j'ai fait. Il me rappelle le lendemain, il me dit on a tellement pleuré avec ma femme que je veux que ça soit toi qui fasses la musique de mon film. Un acteur, producteur de pornographie qui te dit ça, là tu dis là je suis avec un cinglé, rien que pour l'expérience que ça va procurer, je veux faire la musique de son film. Et c'est ce que j'ai fait. Pour l'histoire, il s'appelait HPG et il a tourné quand même 600 films érotiques. C'est quand même extraordinaire. Érotique, vous êtes sûr vraiment érotique ? Je dis érotique parce que je suis poli. Voilà. Érotique plus. Exactement. Et puis il y a aussi la bande originale d'un autre film. Bienvenue dans ma ville. Et une femme a mis un jour un nom sur ta tête. Lucky Luke. Ah oui. Et Lucky Luke. Génial, oui. Avec Jean Dujardin. Là aussi, c'est un autre univers. Ouais, mais je commençais à me rapprocher de moi, puisqu'il s'agissait, on m'a demandé de reprendre un morceau de. J'ai plus l'artiste original, qui est un artiste de blues très connu aux États-Unis. I'm a Soldier of Love, et on devait le transformer. En Lucky Luke, l'adapter pour l'intro lorsque Jean Dujardin s'habille en Lucky Luke. Et j'ai pu convier Calvin Russell, qui est un artiste pour qui je travaillais, qui interprète cette chanson. Et ben voilà, Calvin Russell, justement, on va en parler tout à l'heure, à travers une autre date, qui est le 15 août 2015. À tout de suite sur Sud Radio avec Manu Lanvin. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Manu Lanvin. Nous parlons tout à l'heure du Bataclan et puis de cet album Man on a Mission qui vient de sortir et qui intéresse déjà beaucoup de gens, qui a beaucoup de succès. On a évoqué vos débuts et si je parle du 15 août 2015, c'est que ce jour-là, vous êtes sur l'île de Saint-Barthélemy, au Tsibarts, et qu'il y a un bœuf historique avec Johnny. Ouais, on m'invitait souvent pour jouer sur ce festival. C'est un festival qui a lieu chaque été, sur 2-3 semaines, et il y avait toujours une soirée à thématique un peu rock et blues, on va dire. Et donc on m'a convié là-bas pour jouer, et c'était devenu un rendez-vous presque récurrent. J'y allais chaque année, et dès la première édition, dès que Johnny, qui vivait sur l'île, a su que j'y jouais, et il a réservé sa table. Il est venu, donc ça a été tout le monde, il veut voir Manu, tout le monde, il veut, bon, bref. Et puis c'était devenu notre rendez-vous estival, lui et moi. Je savais qu'en août il y était, puis comme moi on me bookait à chaque fois pour jouer sur ce festival, il venait, et bien évidemment à chaque fois tu pouvais pas l'empêcher, quoi. Il fallait qu'il monte sur scène pour faire 1 ou 2 titres, et c'était toujours avec grand plaisir qu'on ne jamais, comme on dit ensemble, voilà, histoire de nous amuser, puis d'amuser les gens qui venaient nous voir. Oui, il faisait des bœufs. Le bœuf, d'ailleurs, on a toujours oublié que ça vient d'un cabaret, le bœuf sur le toit, où les musiciens se réunissaient à la fin du spectacle pour jouer ensemble. Ils faisaient un bœuf. C'est comme ça que c'est né. Et Johnny aimait faire ces moments d'improvisation. Moi, je me souviens d'une soirée à l'Élysée-Matignon où il arrive avec Michel Sardou qui fait son anniversaire. Il y avait des musiciens classiques, il les jette et ils ont fait un concert de 3 heures de rock'n'roll. Oh non, mais c'était ça. De toute façon, il était fait pour ça. C'est indéniable. Mais ce qui m'a beaucoup touché dans ce rendez-vous qu'on avait chaque été, c'est que le dernier été qu'il a passé à Saint-Barth, il commençait à être
bien évidemment très fatigué comme nous le savons. Et moi, je pensais pas qu'il allait venir. On me dit si, il se peut qu'il vienne et tout ça. Dès qu'il est arrivé, qu'il est rentré dans ce restaurant, qui était un peu un restaurant, parce que l'île était devenue un peu mondaine, quand même un peu people. Malheureusement, au début, il y avait été pour se cacher là-bas. Ouais. Il avait quitté Saint-Tropez. Il me disait, c'était pour me barrer de tous les cons et je retrouve les mêmes à Saint-Barth. Il me disait. Et bref, il est rentré et c'était terrible parce que tout le monde a sorti ce poison de téléphone, à le photographier, à le filmer, alors que c'était quelqu'un qui était plus très en forme, même s'il restait, voilà, la bonne gueule qu'on lui connaît. Et ça m'avait beaucoup gêné, quoi. Après le concert, j'étais le voir, je dis mais pourquoi t'es venu, quoi? Il fallait pas venir. Et Laetitia et lui m'ont dit, enfin Laetitia m'a assez confié, elle m'a dit mais pour rien au monde il aurait loupé ton concert. Moi, ce qui était fascinant avec Johnny, et il en parlait peu, c'est sa culture musicale. Il connaissait le blues. Greg Zlab, que j'ai reçu il y a pas longtemps, m'a dit il était incollable sur l'harmonica. C'était extraordinaire, sa culture. Ouais, même sur le niveau des guitaristes, de toute façon, il a eu les meilleurs. Il les a tous croisés, il les a tous vus. Il était bien évidemment mordu par cette musique-là. Puis il a traversé tellement d'époques. Il les a connus, les bonnes époques, en fait, où il y avait les super prods anglo-saxonnes. Donc, bien évidemment, nous, Français, eux Français en tout cas, parce que moi, j'étais pas né, mais eux Français ont essayé de s'accaparer cette musique au maximum. Et puis, Manu Lanvin, il faut savoir qu'un jour, il vous glisse à l'oreille, tu viens dans ma prochaine tournée. Ouais, ça c'était un peu avant, oui c'est ça. C'était lors d'un de ses bugs justement. Il m'a dit tu fais beaucoup de dates l'année prochaine. Alors avec mon groupe le David Blues, ça commençait un peu à fonctionner. J'ai dit écoute, je fais pas mal de dates, bah tu vas en faire 15 autres de plus. Tu vas appeler mon producteur et puis tu t'arranges avec lui. Bien évidemment. On se quitte et moi j'ai plus son numéro, je sais pas, je me dis bon, j'en parle même à mes ondes, je dis ouais mais tu sais Manu dans le show business, ces choses là ça se perd, mais t'inquiète pas. Et je suis à New York et qui m'appelle Johnny et qui me dit tu peux l'appeler maintenant mon producteur s'il te plaît parce que tu vas venir faire tes 15 dates avec moi. Et ça fait partie des rares personnes dans ce métier là qui avaient une parole. Moi j'ai été élevé avec ça. Il y a eu cette transmission. Mon père est très, comment dire, c'est très important pour lui la parole donnée. Et je lui ai dit, d'ailleurs, il en était étonné. Johnny il m'a dit, mais bien sûr, moi, quand je dis un truc, je fais quoi. Mais votre père, d'ailleurs, il vous obligeait enfant à serrer la main des gens en les regardant dans les yeux, ce qui vous faisait pas plaisir toujours. Mais il avait raison. Parce que la timidité, souvent, le fait de pas vouloir aller au contact des autres, nous met souvent dans des postures qui sont finalement pas très respectueuses. Ça peut être traduit comme ça. Regarder quelqu'un dans les yeux en disant tu vas bien, vous allez bien. C'est vrai que il y a une démarche de quelqu'un qui est prêt pour faire quelque chose avec l'autre. Et mais bon. Mon père a été vendeur de jeans dans les puces, donc il fallait aller au contact des autres. Donc il avait déjà appris ça sur le terrain, mais il me l'a transmis. Et puis la parole aussi beaucoup. C'est-à-dire moi un jour, je me rappelle, j'étais chercher un truc de céréales pour lui. Il m'a demandé le matin très tôt et le magasin, je vous assure, faites mon avocat là-dessus. Le magasin n'était pas ouvert. Je suis rentré sans ce paquet de cornflakes ou je sais pas ce qu'il voulait et il m'a pourri quoi. Il m'a dit mais quand je te demande un truc tu le fais et tout ça. Et je lui dis mais le magasin était fermé. Mais non il était pas fermé. Mais sauf que l'épicier s'était vraiment levé en retard quoi. Oui. Donc ça, c'est tous ces petits accros avec nos parents quand on est jeune. Ils font leur chemin après. On refait plus la même erreur. Plus jamais. Et pour l'histoire, la tournée que vous avez fait avec Johnny, c'était cette chanson. Vouloir s'aventurer. Merci bien. Restez vivant, ouais. C'est ça. Et ce qui était étonnant de Johnny, c'est que quand il se préparait, en 2 minutes, il devenait Johnny. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Surtout sur la dernière tournée, moi je le voyais assez éteint et sans doute fatigué par les prémices de tout ce qui lui est arrivé. Et c'était comme un jukebox ou un casino. Dès lors qu'il s'agissait de monter sur scène, il y avait toutes les lumières. Exactement. Qui s'allumaient de partout. Le mec, il montait, il faisait 2h30 de show, avec la transpiration, la même passion, la même énergie, à un âge qui était plus c'était plus un adolescent, quoi. Non. Et après le concert, pareil. J'ai vécu la même chose avec Kevin Russell. Ils avaient ce même truc-là. C'est-à-dire qu'en dehors du moment de monter sur scène, ils étaient très absents en fait, à tel point que je me demandais même s'il allait pouvoir se rappeler de ces textes. Je me rappelle Kevin Russell avec qui j'ai travaillé, il n'y arrivera jamais, c'est trop neuf l'album. Et puis il se souvenait pas de moi, souvent la journée même. On va pas y arriver. Ces mecs-là, ils montent sur scène, c'est bon, ça devient des très très bons. Et vous aviez avec Johnny une passion commune, c'est la moto.
Ouais. Car lui, c'était tout pour lui et pour vous. La moto et les tatouages. Oui. Surtout les tatouages. On parlait beaucoup de tatouages. Alors, est-ce qu'il avait l'art l'art de converser, qui faisait qu'il savait toujours quel sujet cibler pour pouvoir discuter. En tout cas, ouais, on s'est retrouvés sur la bécane, la guitare, mais beaucoup le tatouage. Ouais. Mais la musique aussi, et il y a une chanson qu'il aurait pu interpréter. Comme un train qui déraille sur la route 61. Ouais, c'est bon ça. La route 61, bon lui il a fait la route 66, mais c'est On se serait croisés sur cette route. Elles se croisent les deux. Exactement. Et vous avez tourné le clip aux États-Unis quand même. Ouais, c'est quand j'étais faire ce pèlerinage et que j'étais encore à la recherche de ce crossroad et de Robert Johnson, quoi. Quelque part, je crois que c'est quand Kevin Russell est parti, avec qui j'ai beaucoup collaboré, j'ai eu envie de faire ce pèlerinage là-bas. Je voulais savoir où je devais aller, quoi. Je venais de faire un album avec lui qui avait bien fonctionné, son dernier album studio, Dog Eat Dog. Mais moi, j'étais un peu perdu parce qu'il est parti subitement et on avait tellement de choses à faire. On avait une tournée qui était sold out et tout ça. Donc j'étais un peu perdu. J'ai dit, tiens, c'est peut-être le moment pour moi de faire un voyage initiatique. Donc je suis parti sur la route 61 et vraiment, pour le coup, dans le berceau du blues, quoi. Clarksville, Mississippi, c'est vraiment le cradle, comme on dit, le berceau du Mississippi, la Nouvelle-Orléans. Et on est parti faire ce clip parce qu'il y avait une chanson déjà que j'avais initiée un peu en hommage à la route 61. Et puis il y a quelqu'un qui a aussi beaucoup compté dans votre parcours, Manu Lanvin, c'est Quincy Jones, au Festival de Montreux. Ouais, Festival de Montreux, ça s'est passé. C'est un peu le début du Devil Blues. C'est après, d'ailleurs, la sortie du Mauvais Casting. Là, le morceau qu'on écoutait, c'était sur la route 61, mais il faisait partie de ce premier album où là, j'ai repris en fait le chemin là où j'aurais dû le commencer. Voilà, j'avais plus faire de concessions. J'étais devenu autonome, j'étais devenu autoproducteur, un vrai indé. Et je me rappelle faire une scène de film en jouant avec mon groupe pour un réalisateur suisse. Et j'ai l'assistant de Claude Nobs qui était le fondateur du Montreux Jazz Festival, qui me dit il faut que je parle de toi à Claude Nobs parce il va adorer ce que tu fais et tout ça. Ils m'ont rappelé une semaine après. Il restait encore un spot pour pouvoir jouer sur le festival. Je fais le concert. À la fin du concert, Claude Nobs vient me voir et il me dit tu pourrais pas jouer quelques morceaux pour l'after party de Quincy Jones? Alors moi, à ce moment-là, je me sens tout petit dans un grand festival de jazz. Je dis non, mais là, j'avoue tout dans ces moments-là. Je dis mais moi, je suis un escroc à la musique. Moi, je suis juste un bluesman, un Frenchie. Je vais rien pouvoir leur faire. Il me dit non, s'il te plaît, joue 15 minutes, je veux absolument qu'ils voient ce que tu fais. Et donc, je me retrouve dans ce club, ce grand club où tous les gens des autres salles étaient invités pour venir, les musiciens, tous les artistes du soir. Et puis, il y a Quincy Jones qui s'assoit juste à côté de moi avec son groupe et sa communauté de musiciens. Je devais jouer 15 minutes. J'ai joué jusqu'à 5h du matin. Et voilà. Et après, sans concert directement. Et après, c'est revenu comme un boomerang en France. Je pense que les France ont senti que peut-être ils allaient me perdre. Et donc, d'un seul coup, c'est vrai que le démarrage est parti sur les chapeaux de roue et on a enquillé toutes ces quantités hallucinantes de concerts, souvent à monter à 150, voire 200 concerts par an parfois. C'est fou. Alors, vous avez parlé de Calvin Russell. Il faut quand même qu'on explique à celles et ceux qui ne le savent pas que c'est un musicien américain qui a passé presque autant de temps en prison que sur les scènes. Ah ouais, il a fait quelques séjours en prison, mais honnêtement pour des délits mineurs. Mais le Texas, le Texas étant tellement un état difficile, puis frontalier aussi avec le Mexique, donc il y avait des choses. Voilà, il y avait effectivement du trafic de drogue qui se faisait. Mais moi qui ai beaucoup passé de temps à Austin, Texas, il faisait vraiment partie de cette communauté de hippies en fait, d'artistes qui étaient juste dans l'exploration, de besoin d'explorer. Et malheureusement ou heureusement, je sais pas, certains produits faisaient partie de leur mode de vie. Il n'y avait pas de vice comme il y a aujourd'hui. Lorsqu'on parle de drogue, on voit ça comme un vice et quelque chose qu'il faut absolument enrayer. Eux, c'était une toute autre approche. Oui, et en plus, vous l'avez connu, je crois, à la Cigale en 2007, et vous êtes devenu tellement complice que vous avez coécrit et coproduit cet album. Too much of that thing, too much of everything. I want it all, and I want it now. Je crois que cet album est né entre Paris et Marrakech, avec quelques séjours chez vous. Ben oui, parce que j'ai la mère de ma fille qui était enceinte de ma fille et que l'organisation à la maison, tout le studio à côté, mon studio est mitoyen, ça devenait compliqué. Donc j'ai dit à Calvin, écoute, finalement, tu vas pas faire un Austin Paris, tu vas faire un Austin Marrakech.
Et il a débarqué en plein hiver dans la Médina de Marrakech. C'était juste extraordinaire. On avait un petit riad qui était top pour pouvoir travailler. On est parti pré-produire l'album au début, juste pré-produire. On ne s'agissait pas de produire, on voulait être sûr des chansons. Et puis finalement, on a écrit tout l'album et on l'a produit à 80%. Et en même temps, il a disparu après votre dernière tournée, mais vous lui aviez rendu hommage quelques temps plus tard. Ah ouais. C'est marrant. Parce que 10 ans après, ce qui est extraordinaire, Calvin Russell, vous avez fait un tribute, et ce tribute a eu un énorme succès. Oui, le tribute a un énorme succès parce qu'en fait, la musique de Calvin était encore très ancrée dans les gens qui aiment cette musique-là. Moi, je sais que lorsqu'on m'a proposé de faire une soirée en hommage à Calvin, c'est une salle qui s'appelle La Traverse, qui est assez estampillée, blues, rock, artistes internationaux et tout ça. En Seine-Maritime, je crois. Ouais, c'est ça, à Cléon, c'est ça, Cléon, pardon, oui. Et en l'espace de 2 jours, c'était sold out. Mais comment expliquer justement ce phénomène, ce tribute parce que tous les musiciens étaient là, ils lui rendaient hommage, tout le monde le connaissait finalement. Il était plus connu en France qu'aux États-Unis. Ah oui, il l'était parce que c'était un producteur à l'époque. Il y avait un label New Rose en France qui était un disquaire à la base. C'était comme à la belle époque, parce que les maisons disques souvent se sont constituées à côté d'un disquaire. Ils testaient leur white label et si ça prenait, ils disaient bon, cet artiste on le signe. Et c'est ce qui se passait avec ce directeur de label qui donc avait repéré qu'aux États-Unis il y avait un vivier de musiciens qui était mal promotionné aux États-Unis, parce qu'il y a une concurrence énorme aux États-Unis, il ne faut pas se mentir, et il en a ramené certains, dont Calvin Russell, mais les Français ont tout de suite adhéré, quoi. Ils ont tout de suite aimé des mecs comme Popa Chubby, Calvin Russell, et je pense que c'est aussi dû à l'attitude, et puis si à l'histoire, il y avait du storytelling énorme, un mec qui avait 2 fois en prison, qui avait des histoires hallucinantes à raconter. Après, Calvin, il avait une force. C'était l'écriture. C'est que moi, quand j'ai réalisé l'album Hommage, je me suis rendu compte, en fait, ce qui a dû fonctionner, c'est qu'il avait un anglais, un américain très simple. Donc, des choses très simples à comprendre, mais avec toujours une deuxième lecture beaucoup plus dense et beaucoup plus profonde. Et je pense que c'est pour ça que l'écriture de Calvin, parce que les Français sont pas des experts en anglais, mais ont accroché à son songwriting. Oui, ça a marché, et puis maintenant, ça c'est le passé. Le présent, c'est un album qui est sorti le 10 octobre 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Manu Lanvin. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Manu Lanvin. On a évoqué votre parcours et le 10 octobre 2025 est sorti un nouvel album dont le titre est Man on a Mission et c'est aussi le titre d'une chanson. Alors c'est vrai que vous chantez en anglais, que finalement c'est presque grâce à Calvin Russell que vous avez compris que c'était votre voix. Ouais, il m'a décomplexé totalement au moment où les maisons de disques m'avaient rendu mes derniers contrats. Enfin, on voyait qu'ils n'arrivaient pas du tout à capter là où je voulais aller. C'est vrai qu'il m'a mis en confiance, faire un album avec lui. Il m'a permis de coécrire en plus l'album, pas juste le produire. Ça m'a rendu fort et je me rappelle qu'avant de partir, il m'a dit, tu vois, cet album Dog Eat Dog, il est autant le mien que le tien. Donc ton chemin, tu l'as trouvé, quoi. Il faut que tu poursuives cette histoire-là. Et c'est ce que j'essaye de faire jusqu'à aujourd'hui. Oui. Et votre mission, justement, que vous évoquez dans cet album, c'est de rendre les gens heureux avec une guitare, un ampli et un micro. Ouais, nous, on changera pas le monde. Je pense que c'est un peu une utopie de penser que la musique changera le monde. Par contre, je reste persuadé que nous, entertainers, notre rôle, dans un monde très compliqué aujourd'hui, bousculé par tellement de choses, nous, on offre juste 2 heures de pause là-dedans. C'est vrai, une trêve dans le marasme, comme je dis dans une des chansons. Et je sais que cette musique-là, elle véhicule de quelque chose d'assez thérapeutique. C'est peut-être une thérapie pour moi, mais combien de gens viennent me voir souvent, même certaines personnes qui sont malades, quand je vais signer des disques au merchandising et qui me confient qu'ils ont oublié l'instant du concert, que leur maladie. Et je me dis, c'est une chouette mission que je fais, quoi. Oui. Et vous êtes en quelque sorte, Manu Lanvin, un ambassadeur du blues aujourd'hui. C'est vous qui le dites, peut-être. Oui. D'autres le disent aussi en même temps. Oui, mais alors moi après les décorations, les prix, tout ça, j'ai du mal à les assumer. C'est aussi une forme de pudeur qui fait que je peux dire oui, je suis un l'ambassadeur du moral. Mais par contre, oui, j'essaie en tout cas de continuer l'histoire de ceux qui m'ont permis, qui m'ont montré le chemin. Je pense à Hallyday, je pense à Calvin Russell, je pense à Quincy Jones que vous m'avez amené
sur cette table aujourd'hui lors de cette discussion-là, effectivement, je me dis il faut continuer cette belle histoire. C'est ce que j'essaye de faire. En même temps, moi je suis un peu renseigné sur les origines du blues. On ne sait pas trop. On sait simplement qu'un archéologue du Mississippi en 1901 décrit les chansons des ouvriers et des esclaves noirs dont les chants reposent sur des thèmes et des éléments techniques caractéristiques du blues. Ouais. Parce que c'est très flou l'origine. Ouais, c'est très flou. Je crois même qu'il y a 2 journalistes qui étaient partis faire une étude sociologique carrément dans le sud des États-Unis, juste pour faire les interviews. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des mecs qui chantaient, qui faisaient des trucs super, donc ils ont arrêté l'idée du documentaire qu'ils devaient faire. Et ils se sont dit, on va les enregistrer avec leur magnéto, et carrément en pleine campagne et ainsi de suite. D'ailleurs, ils ont enregistré Muddy Waters, qui est aussi un grand du blues dans ces conditions-là. Alors, cet album Man on a Mission, c'est une aventure familiale. Vous avez travaillé avec un copain qui est un musicien irlandais qui s'appelle Craig Walker, qui est connu dans le monde entier. Oui, parce qu'ils ont fait un tel carton dans un groupe qui s'appelait Archive il y a quelques années, une dizaine d'années ou une quinzaine d'années. Et on a fait un titre, mais il y a d'autres collaborateurs sur cet album. Neil Black aussi, un Texan avec qui j'aime bien travailler. Et Craig Walker, oui, j'étais en Floride faire 2 titres sur cet album. Et d'ailleurs, c'est lui qui vous a suggéré le titre de l'album. Ouais, parce que en fait, il m'observait depuis très très longtemps. On se connaît depuis longtemps. Et on s'était retrouvés sur un projet électro, The Havener, qui a aussi beaucoup cartonné. Et c'était lui qui était à l'origine du texte. On s'était retrouvés sur un plateau de télé. Et puis, on était très contents de se retrouver. Et puis, on s'était dit qu'un jour, on travaillerait ensemble. Donc, on s'observait beaucoup. On se suivait beaucoup. On se suivait beaucoup. Et puis, quand il est arrivé en Floride, il dit, Manu, je sais pas pourquoi, là, le morceau, tu m'as envoyé une maquette d'un truc. Et pour moi, t'as toujours été un mec en mission. Je t'ai toujours vu, quand je voyais tes affiches en France, et ainsi de suite. Toi, avec ton bâton de pèlerin, ou je sais pas quoi, ta guitare comme une arme, finalement, à essayer de monter. En mission, comme un missionnaire, oui, en mission. Ouais. Et en même temps, cette mission, ça vous entraîne sur les scènes, vous repartez en tournée, et puis il y a le Bataclan. Ouais. Ça, c'est important pour vous, je crois que c'est le 24 novembre. Ouais, c'est pas loin de ma date d'anniversaire, mais c'était pas calculé. Allez, peut-être un petit peu, allez, pour que ça. Mais disons que c'était le 21 novembre, oui. Mais 21 novembre, non, mais c'est vrai, mais c'est très proche de mon anniversaire, le 24. Mais c'est vrai que c'est le 21. On avait fait, sur la sortie de Grand Casino, l'album précédent, on avait fait une très belle soirée à la Cigale, qui était sold out. Et je m'étais dit qu'il fallait se challenger un peu plus encore sur cet album. Le Bataclan, c'est plus grand. C'était ma cour de récréation, moi, lorsque j'étais adolescent, que j'allais voir des groupes là-bas. Bah oui, parce que j'étais voir des Paul Person, FFL. J'ai vu tellement de groupes dans et il y a eu ces moments tragiques, cette soirée tragique malheureusement et abominable. Mais cette salle continue à exister. D'ailleurs, des artistes qui y passent tous les jours. Et c'est à nous aussi de résister contre la bêtise humaine. Donc, je suis très content de retourner dans cette salle parce que j'ai beaucoup écrit sur un album précédent sur ce qui s'y est passé. Et j'ai vu Dani. C'était son dernier concert. Ma tante, c'était comme ma tata, Dani, la chanteuse Dani. Et je me rappelle, j'avais une petite appréhension pour aller dans cette salle, mais lorsque je suis rentré, la musique, son aura à elle, sa gentillesse, sa bienveillance, avait toute la salle. On se sentait tellement en sécurité avec elle, tellement bien, parce que c'était une femme très chaleureuse, qui était très vers les autres, justement. Et c'est aussi pour ça que je veux retourner jouer dans cette salle. Moi, je me souviens de ses débuts d'Alcazar de Paris. Ah ouais. Elle passait tous les soirs en chantant « Papa vient déposer la bonne », ce qui n'avait rien à voir avec ce qu'elle a fait ensuite, mais qui a été son premier grand succès. Ouais, je sais. Alors, il se trouve que cet album aussi, et ce que vous chanterez au Bataclan, pour la première fois, vous vous livrez. Alors que vous êtes un homme de pudeur. Ouais, mais parce que je commence à avoir pris de la peu de bouteille, je me dis je suis plus proche de la fin que du début. Vous avez encore le temps. Hein. Je sais, mais je me le dis quand même. Il faut être lucide. Et je pense que lorsqu'on prend de l'âge, on a plus peur du jugement des autres. Je sais pas si ça vous fait la même chose. Complètement. On s'en fout des autres. Et du coup, on arrive à se libérer de pas mal de choses et on a plus peur d'aller explorer des choses qu'on a un peu cachées ou dissimulées, puis des choses qui étaient dissimulées depuis très 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 longtemps. Donc ces trucs-là étaient un peu enterrés, mais j'ai utilisé pas mal de choses de mon enfance, mais pour en même temps un peu romancer, parce que l'idée lorsqu'on fait une chanson, c'est que ça touche au plus grand nombre. Donc on romance aussi parce qu'on espère que notre histoire
histoire, dans notre histoire, les autres vont s'y reconnaître. Victor Hugo disait, quand je parle de vous, je parle de moi. Et on est bien évidemment que nous, romantiques que nous sommes, parce qu'un bluesman, c'est un romantique, en fait. Lorsqu'on écrit des chansons d'amour et des choses comme ça, c'est pour aider les autres à comment dire, se désenvoûter des peines de cœur, des douleurs et de ce genre de choses. Et parmi les chansons de cet album, il y a Change My Ways. Ouais. Could change my ways. Would you still walk away? Baby, will it make you stay? Alors ça, c'est du blues pur et dur. C'est du blues mêlé de soul aussi, parce que moi, ce morceau me fait penser beaucoup à aussi beaucoup d'artistes et beaucoup de crooners que j'ai écouté comme Otis Redding, Rufus Thomas. Il y a un peu cette couleur de Memphis, c'est ce que j'essaye d'y faire. Mais bien évidemment, là, on se met à genoux devant une femme et on lui dit reprends-moi, j'ai totalement merdé, je sais, j'ai vraiment fait le con. C'est vrai, ça c'est vraiment des thèmes de bluesman. Exactement, ben c'est la tristesse du bluesman. Oui, c'est ça. Et alors cet album, vous l'avez commencé en Normandie avant de partir vers d'autres pays. En Normandie, c'était votre petit studio portable pour tout préparer. Ouais, disons on produit pas mal chez moi. J'ai un petit studio à Paris, mais chez un de mes musiciens en Normandie, dans le Perche exactement, on peut enregistrer en live. Il a une grande salle de prise qui nous permet de travailler beaucoup en live. Et moi, j'aime travailler un peu avec les recettes de l'époque. Et puis après, une fois qu'on avait toutes les bases rythmiques, comme j'avais envie de collaborer avec d'autres, mais il fallait aller à leur rencontre, j'ai pris ma petite lunchbox et un petit studio portable vraiment qui tenait dans mon sac. Alors je l'enregistrais jamais, je le prenais avec moi à bord et avec 2 petites enceintes, un casque, même mon micro, un SM7, un peu comme celui dans lequel je vous parle là. Et puis j'ai été enregistrer toutes les dernières parties d'orchestre et les voix un peu dans le monde, un peu partout. Ouais. Oui, Birahim, il y a un studio fétiche que vous avez à Paris qui s'appelle la Chocolaterie. Ouais. Qu'est-ce que c'est ? Nous sommes fous du chocolat lent. Mais justement, c'est normal. Et vous savez que Dali a fait cette pub qui a fait plus pour lui dans sa notoriété que tous ses tableaux. Ah oui. Et en même temps, ce qu'on ne sait pas, c'est que les bonbons Haribo, c'est lui qui a fait le design. Oh, je savais pas ça. Extraordinaire. C'est dingue, ouais. Et c'est vrai que ce studio, pour vous, c'est un studio fétiche. Oui, parce que c'est un truc. Puis j'aime bien, moi, les mots, les noms ludiques comme ça, qui rappellent à l'enfance. Un studio d'enregistrement, il faut qu'on y soit bien. Donc le chocolat, on est tous un peu friands. Et c'est surtout Steve Prestage aussi, un ingénieur du son qui a beaucoup travaillé avec moi au début dans ce studio-là et qui passait sa journée à manger, à défoncer des plaquettes de chocolat. Et quand on a cherché le nom, on s'est dit, on va l'appeler la chocolaterie parce que c'est cool. Alors il se trouve que vous avez choisi ces villes, Nashville, Montréal, Sheffield, parce que ça correspondait musicalement à ce que vous cherchiez, Manu Lanvin. Il y avait de ça, en tout cas Nashville oui, puisque la musique que j'ai beaucoup écoutée est née là-bas et je me suis dit que pour choper la vibration, pour trouver aussi le savoir-faire, travailler avec un ingénieur du son, j'avais besoin d'être un peu coaché sur les voix, il faut que j'aille là où ils connaissent cette musique, où elle ne leur est pas étrangère du tout. En France, on a des très bons réalisateurs, mais je pense que c'était bien d'aller vers les autres, puis aussi un peu de s'exiler de Paris pour être vraiment dans un environnement neutre, sortir un peu de ma zone de confort, mon studio je le connais bien, et pareil quand j'étais à Sheffield, qui est en Angleterre, la ville natale de Joe Cocker. Donc, j'étais dans un studio aussi pour arranger les cuivres et tout ça. J'avais envie d'aller vers les autres après, parce que je sais que ça a apporté quelque chose de très positif dans cet album. Il y a eu aussi la maison du pianiste d'Elvis Presley, David Briggs. Incroyable. J'ai choisi un studio à Nashville sur Google, sans savoir où j'atterris. J'ai du mal d'ailleurs à réserver ce studio. J'ai du mal à communiquer avec l'ingénieur maison. Donc jusqu'au dernier moment, je sais pas si on va m'ouvrir la porte. Pourtant, je crois avoir envoyé un acompte. Non, j'ai même pas envoyé d'acompte. Les Américains, généralement, money is money, il faut envoyer un acompte. Donc je me dis qu'à mon avis, je vais me retrouver devant la porte et il ne s'y passera rien. Je rentre dans une vieille maison comme ça, avec un vieux studio, mais dans son jus. Donc bien évidemment, moi, je me sens dans mon élément. C'est totalement les codes que je voulais trouver. Et puis en parlant avec l'ingénieur du son maison, je lui pose des questions. Je lui dis, qui est David Briggs? Il me dit, c'était le clavier, le pianiste d'Elvis Presley. Je dis, mais ce monsieur existe encore? Il est mort? Pas du tout, il est encore vivant. Bon, il a 85 ans. Je dis, mais il vit où? Il vit au-dessus, au premier étage. C'est son studio. Je dis, mais tu plaisantes là? Brandon, il s'appelait mon ingénieur du son. Il me dit, et en plus, comme il sait qu'il y a un Frenchie qui est venu travailler ici, tu peux être sûr que dans la semaine, il va venir. Ça n'a pas loupé. Le lendemain, il m'attendait de pied ferme sur son canapé. Le pauvre monsieur était en traitement et tout ça. Et on a parlé de 3 heures. Il était très copain avec Eddie Barclay.
Incroyable. Et oui. Eddie Barclay lui a ramené tous ses artistes à l'époque et il s'occupait de la production exécutive de tous ces artistes. C'est pas un truc de dingue, C'est ça. fou ça, comme Quincy Jones qui a commencé avec Eddie Barclay. Alors cet album, bon, on parlait de Nashville, Montréal, mais aussi curieusement de Savigny-sur-Orge. Sometimes I'd ask if you'd be crying because your makeup wasn't right. You said, my little boy, everything is fine. Mama had a long hard night. À mon avis, avec cet album, vous allez franchir l'Atlantique et la Manche, parce que c'est exactement dans leur style. On va tout faire pour, oui. Voilà. Et pourquoi Savigny-sur-Orge? Parce que j'ai un petit événement de ma jeune enfance qui s'est produit là-bas. Donc, ma mère étant encore vivante, il y a des choses dont on n'a jamais osé s'avouer. Et elle a toujours une expression, Jennifer, qui dit il faut laisser ces petits mouchoirs en dehors de nos vies, de la porte quand tu rentres dans une maison, laisser tous ces sacs de vieux os bien loin. Mais en même temps, elle a tendance quand même à les garder, ces sacs de vieux os, avec tout le respect que je lui dois. Et j'avais envie d'écrire voilà quelques scènes de vie qu'on a vécues ensemble et lui dire que bien évidemment que dans cette vie, je retiendrai que les très belles choses qu'il y a eu entre elle et moi. Il y a eu beaucoup d'amour depuis le début, j'en ai aucun doute. Et d'ailleurs, dans cette ville, Savigny-sur-Orge, il y a quelqu'un qui a écrit un livre très célèbre, Le génie du christianisme, c'est Chateaubriand. Ah oui, je ne savais pas. Et d'ailleurs, il parle de Savigny-sur-Orge dans les Mémoires d'Outre-Tombe. Alors, ça, c'est l'album et ce Bataclan, donc le 21 novembre, et une tournée ensuite, parce que vous n'allez pas vous arrêter là, Manu Lanvin. Ah non, mais là, je sais que maintenant j'ai signé jusqu'à mon dernier souffle, comme les vieux bluesman, comme B.B. King et tout ça. Donc oui, 2026, on va repartir sur les routes. Le Bataclan 21 novembre, déjà la tournée 2026 est en train de se construire. On joue de plus en plus en Europe, en Allemagne, dans les Balkans, en Pologne, aux États-Unis parfois. On va pousser jusqu'à la Scandinavie en 2026. Ouais, moi je vais là où les gens ont envie de m'écouter. Votre mission est loin d'être accomplie, si j'ose dire. Ça. En tout cas, il y a cet album Man on a Mission, il y a le Bataclan le 21 novembre. Oui, 21 et 24, novembre. c'est votre anniversaire. Exact. Et il y a la tournée en France. Et puis, vous avez tellement de choses à dire que vous revenez quand vous voulez dans Les Clés d'une vie. C'est adorable, Jacques. Merci pour ce chouette moment ensemble. Merci Manu Lanvin. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.